Buongiorno a tutti e tutte. Innanzitutto vorrei ringraziare il mio carissimo amico Antonio Corvino per mi aver dato questa opportunità e mi ha anche consegnato una sfida, quella di risolvere i 2000 anni di storia in 20 minuti e fare profezie per il futuro. Allora, per farlo, ovviamente, vado verso la lingua diplomatica del Mediterraneo passato, il francese, per risparmio di tempi, e mi dispiace per coloro che avranno il compito di mettere le cuffie. Farò in modo per la squadra di interpretazione di parlare a velocità controllata, sapendo che la tematica è una tematica difficile, complessa et sensibilissima. Alors, je salue d'abord tous mes amis qui sont dans la salle et je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, de répondre à 3 questions. Pourquoi nous n'avons pas réalisé l'espace commun de la Méditerranée? Pouvons-nous le créer aujourd'hui? Et si oui, comment le faire? Alors, pour répondre à la première question, il est évident qu'après la Pax Romana, la Méditerranée n'a pas été et n'est toujours pas un lac de paix. Les confrontations idéologiques, religieuses, culturelles, etc., ont marqué l'histoire de ce territoire, de cet espace. Et l'épisode colonial en particulier a été probablement l'élément dramatique qui a provoqué les césures les plus importantes dont nous continuons à souffrir aujourd'hui. Et dans l'espace de la Méditerranée, il y a 2 ensembles, ou un ensemble et des composantes d'un ensemble. Il y a l'Europe et bien sûr l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. 2 parcours étatiques différents. Une Europe qui a aboli les frontières et résolu les problèmes de la conflictualité stratégique, géostratégique, de la Mitteleuropa à l'Europe franco-latine, etc. Et un sud de la Méditerranée où, malheureusement, nous avons, par l'effet du colonialisme, des frontières dessinées par des géomètres et certainement pas des processus de construction étatique qui ont donné des États établis. Alors si je commence à partir de mon pays, je me permettrai orgueilleusement de dire que c'est un État établi, c'est une souveraineté séculaire, millénaire. À partir de là, Algérie, Tunisie, nous avons affaire à des constructions qui n'ont jamais résolu les problèmes culturels, ethniques et de construction d'une souveraineté légitime, acceptée, consensuelle et qui permettent surtout l'émergence d'un processus démocratique et d'un processus où la règle de droit domine. Et nous voyons aujourd'hui en Libye, en Syrie, en Irak et ailleurs ce que est le prix que nous payons pour un processus qui est plus privilégié des frontières que des constructions, disons, dans le cadre du grand principe de la charte de l'ONU de l'autodétermination. Alors, ces guerres n'ont pas résolu certainement les problèmes de ressources naturelles, les problèmes de différence de niveau de vie entre le Nord et le Sud. Et malheureusement, nous devons vivre avec cela. Et avec cela, essayer de dire, est-ce que nous pouvons reconstituer cet espace que les Romains avaient fait avant nous? Je pense que c'est une nécessité vitale pour de nombreuses raisons. La première raison est, je dirais, démographique. En 2025, la version sud de la Méditerranée va augmenter de 90 millions d'habitants. L'Europe va subir l'effet inverse. Et à cause de ce processus de transition démographique achevé, l'Europe va perdre la moitié de son poids dans l'économie mondiale à l'horizon 2050. Elle représentera moins de 10% du PIB mondial. Il y a 5 ans, avant la crise de 2008,
Elle était à 22-23% du PIB mondial. Deuxièmement, nous vivons dans un monde où on a été bercé par les illusions des modèles d'intégration régionale basés exclusivement sur des approches commerciales, d'intégration commerciale économique. Nous voyons dans cette Europe, qui est notre partenaire numéro un, combien sont difficiles les défis que ces processus d'intégration doivent affronter, en particulier dans l'incapacité de ces modules à générer des souverainetés collectives au niveau du budget et au-delà des politiques monétaires. Donc je fais des raccourcis, vous comprenez ce que je veux dire par là. Comme nous voyons, nous, partenaires de l'Europe, combien est absente l'Europe dans toutes les équations géostratégiques, les équations de défense-sécurité. Comme disait Kissinger, l'Europe demeure malgré tout un nain géopolitique, aux grandes dames des partenaires du Sud qui ont toujours rêvé d'une Europe active, proactive, dans le processus de stabilisation ou de pacification que nous continuons de mener au niveau de la rive sud de la Méditerranée. Nous vivons, par ailleurs, dans un monde qui a complètement changé. La tectonique des dernières 20 années, je dirais après la chute du mur de Berlin, a été tellement forte qu'on peut commencer aujourd'hui à parler d'un monde zéro polaire. Un monde zéro polaire où il n'y a plus d'hyperpuissance dominante, il n'y a plus ces facteurs d'analyse géostratégique qui simplifient pour nous les équations, un monde nord-sud, est-ouest. Bon, nous devons revoir tous nos paradigmes et reconstruire les équations géostratégiques du futur en sachant que la centralité de l'Atlantique demeure absolument indiscutable. Le pôle asiatique, qui a beaucoup de mérites démographiques, beaucoup de mérites en termes de progrès technologiques, mais n'a pas encore réussi à, je dirais, coiffer au poteau l'ensemble atlantique avec les États-Unis, l'Europe et l'Atlantique Sud, que ce soit au niveau des ressources énergétiques, du développement technologique et je dirais même du progrès, entre guillemets, du modèle social. Enfin, nous sommes devant de grands défis en termes de sécurité humaine que nous devons adopter ensemble. Quand je parle de sécurité humaine, je parle de cette sécurité aussi bien au nord qu'au sud. Le modèle de bien-être que l'Europe a construit après-guerre, financé en grande partie par la dette, a vécu. Il est clair que l'érosion des capacités de l'Europe en termes de croissance ne permet plus d'imaginer un modèle de bien-être soutenable à moyen et long terme. Il faudra bien mettre des solutions devant des problèmes comme le quatrième âge, le vieillissement de la population, comme la difficulté de motiver une population jeune à emprunter les parcours professionnels des aînés ou des ancêtres. Nous devons réinventer, probablement avec vous, un modèle à la fois ambitieux, pragmatique, où l'éducation et l'emploi se déploient dans un univers probablement différent de celui que nous avons connu immédiatement pendant l'après-guerre. Nous devons faire en sorte aussi, parce qu'il y va de la sécurité de l'Europe, que ces différences de développement qui existent entre les deux rives aient une réponse intelligente. Jusqu'à présent, pour prendre deux chiffres et illustrer ce que je dis, le revenu moyen par tête d'habitant dans les pays du Maghreb représente le quart du revenu moyen per capita, enfin le PIB per capita en Italie. Ce qui est plus grave, c'est que les niveaux de productivité par actif au Maghreb, comparé à l'Italie, c'est le quart. Nous sommes devant un trop grand écart qui puisse nous permettre d'envisager un espace de prospérité partagée. Il n'y a pas de prospérité partagée avec des différences aussi graves, avec des difficultés d'émergence d'une classe moyenne dans le Sud et avec la crise que vit la classe moyenne en Europe qui est en train de se paupériser. Et donc, cet espace est une nécessité pour, à travers un paradigme, je dirais révolutionnaire, reconstruire un petit peu
les voies du futur. Et c'est un impératif parce que nous devons affronter ensemble, pour la première fois, sans votre arrogance, c'est-à-dire sans l'arrogance de l'Europe, qui est celle de la période post-coloniale, une Europe qui avait pensé avoir tout résolu et qui tout d'un coup découvre que dans son voisinage, il y a des menaces majeures pour sa sécurité, pour son modèle de société, je dirais pour les valeurs que nous croyons avoir partagées lorsque nous avions ensemble élaboré le processus de Barcelone. Et parmi ces défis, pour moi, le premier et le plus grand, c'est l'économie de la connaissance, le capital humain. Quelle réponse pouvons-nous imaginer pour résoudre les difficultés que représente la faillite d'un système d'éducation élitiste et surtout inadapté aux nouveaux profils de compétitivité, aux nouveaux profils de productivité qu'exigent, je dirais, les nouveaux sentiers de croissance. Et ce problème se pose d'une manière asymétrique, cela va de soi, dans la mesure où, en Europe, la dynamique démographique ne permet plus d'imaginer des cohortes de demandeurs d'emploi comme ce que nous vivons dans le Sud. Mais paradoxalement, nous vivons devant une Europe qui, aujourd'hui, parlons de l'Italie, a des niveaux de chômage au niveau des jeunes diplômés, qui sont tout à fait conformes au niveau de chômage que nous avons dans notre région, de l'ordre de 25 à 30%. Pour donner encore un chiffre, dans la rive sud, ce sont 4 millions de nouveaux accédants sur le marché de l'emploi chaque année qu'il faudra gérer et qui s'ajoutent, bien sûr, au stock des chômeurs, y compris diplômés, que nous avons, hélas, dans notre parcours économique et social. En termes d'investissement, il est évident que ce que nous faisons aujourd'hui, en prenant les projections les plus optimistes pour la formation brute de capital fixe, par exemple, on voit que ce que nous avons fait en 50-60 années de période d'indépendance, ce que nous avons fait reste insuffisant. Alors, comment voulez-vous atteindre des niveaux de croissance de 2 à 3 points en termes réels, supérieurs à la moyenne des croissances que nous avons réalisées ces 60 dernières années? Ça demande, en termes de gains de productivité, en termes d'investissement, en termes de financement, des modèles probablement alternatifs, plus généreux, certainement, mais surtout plus en phase avec la nouvelle donne du marché mondial et de la finance mondiale. Nous devons également penser géopolitique, c'est l'autre défi, c'est l'Afrique. Pour vous donner un chiffre encore, la population active africaine en 1950 était de l'ordre de 120 millions. Elle sera d'1,2 milliard en 2050. Comparé aux 4 millions de nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi dans la rive sud, vous mesurez la tectonique que représente ce nouvel équilibre démographique et son impact sur la sécurité, sur les mouvements de personnes et sur l'usage des ressources naturelles et sur ce que sera le futur d'un modèle de développement soutenable. Enfin, nous devons affronter ensemble le défi institutionnel le plus important que l'histoire de la Méditerranée nous aura enseigné, c'est celui de l'érosion du rôle de l'État. L'État westphalien, avec son monopole légitime de la violence, aura vécu parce que les acteurs non étatiques, désormais, représentent en termes de pouvoir d'influence, en termes de capacité d'apporter dans la fonction régalienne de l'État des comportements, des valeurs étrangères au modèle démocratique que nous avons adopté dans beaucoup de pays du Sud. Je veux parler des acteurs financiers, je veux parler des acteurs politiques non institutionnels qu'on appelle les terroristes. Je voudrais parler de tous ces acteurs, notamment société civile, ONG, qui désormais ont un impact considérable sur le decision-making process politique, au nord comme au sud. Nous ne pouvons plus, tranquillement, faire ce que nous avons fait jusqu'à présent dans l'élaboration, par exemple, de la politique méditerranéenne. Depuis que l'Europe, à la fin des années 70,
avait dessiné son schéma méditerranéen, il est évident que c'était toujours un processus top-down. Le processus de Barcelone ne fait pas exception. L'Union pour la Méditerranée ne fait pas exception, dans la mesure où il n'y a pas d'abord une assise populaire pour ces projets ambitieux d'intégration régionale. Il n'y a pas non plus de légitimité démocratique pour des projets qui n'ont jamais été discutés, votés par le pouvoir législatif, au nord comme au sud, à 3 ou 4 exceptions près. Alors, avec tous ces facteurs à la fois défis, à la fois contraintes, mais aussi opportunités, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il est possible de le faire? Je dirais en conclusion que la première des choses à faire est probablement de résoudre la problématique politique de la Méditerranée, de rétablir la stabilité et la sécurité au sud de la Méditerranée, de garantir la pacifique transition de l'Europe d'un modèle de bien-être généreux, proudhonien, vers un modèle où les responsabilités seront davantage partagées entre l'État et la société civile. Donc pour le faire, nous n'avons pas d'autre solution que de nous asseoir et de dialoguer pour évacuer les malentendus culturels, religieux, malentendus politiques, y compris sur les aspects frontières, territoires, souveraineté, et résoudre un certain nombre de défis qui, jusqu'à présent, ont empêché un processus de dialogue fructueux entre les deux rives de la Méditerranée. Je ne voudrais pas citer le conflit du Moyen-Orient, mais on peut citer ce qui se passe en Libye, un pays qui est au bord de la sécession. Tout le monde attend avec angoisse si la Cyrénaïque, demain ou ce soir, va déclarer son indépendance, comme cela se prépare en Égypte. Tout le monde se pose la question ce que deviendra la Syrie. Tout le monde se pose la question ce que deviendra l'Irak. Mais il y a aussi des questions qui se posent sur les velléités autonomistes en Espagne. On a vu l'Écosse récemment. Bref, nous avons le grand défi de nous mettre ensemble et parler de ce que sera le visage institutionnel de cette Méditerranée. Et dans ce dialogue qui serait une sorte d'Helsinki plus, on doit également permettre au Sud, parce que nous avons aussi notre grande part de responsabilité dans l'incapacité de faire que cet espace méditerranéen soit une réalité. Nous devons également faire le ménage chez nous en permettant au moins l'émergence d'un interlocuteur unique pour notre interlocuteur unique qu'est l'Union européenne. Il est absolument impossible de continuer, cela est évident, à gérer sous l'angle du nationalisme souverain le plus fanatique, si je puis dire, des problématiques du Sud qui nécessitent une approche collective et un processus d'intégration. Parce que nous n'avons pas la masse critique à l'échelon des nations prises individuellement, nous n'avons pas la capacité tout seul d'affronter des problématiques qui nécessitent une réponse collective. Une réponse collective qui exige, hélas, un préalable démocratique et l'état de droit. Sans ce préalable, l'Europe n'aurait pas existé. Parce que pour s'intégrer régionalement, pour transférer sa souveraineté à un organisme régional qui incarne cette souveraineté collective, il faut de la démocratie. Je crois que si on n'a pas fait le Maghreb, pour citer seulement ce cas, c'est que probablement on n'a pas été encore capable d'embrasser un processus vertueux, démocratique, d'une manière collective, parce qu'il y a des différences d'un pays à l'autre, et qui nous aurait permis certainement, à notre niveau aussi, d'évacuer les malentendus historiques qui empoisonnent notre existence et font, hélas, que notre dialogue avec l'Europe manque de sérénité. Enfin, si on a résolu ce problème politique, il faudra s'attaquer à des défis sous forme de politique commune. J'en vois 4. Vous allez être surpris. Je mettrai en premier l'agriculture, qui est pour l'espace méditerranéen le chemin le plus court pour résoudre un certain nombre de malentendus.
notamment ceux de la politique agricole commune et son impact sur la transformation du modèle de consommation alimentaire au Sud et son impact gravement négatif sur notre équation de sécurité alimentaire. On ne peut pas raisonnablement imaginer encore demain laisser de côté ce secteur qui occupe une partie importante de la population des pays du Sud et qui a surtout la vertu de garantir un usage rationnel de l'espace géographique. Si ce problème n'est pas résolu, 80% de la population du sud de la Méditerranée sera sur la côte méditerranéenne, avec un déficit en ressources en eau considérable. Je mets le Maroc à part, qui est plus privilégié que la moyenne, mais tous les autres pays, Algérie, Tunisie, Égypte, ont moins de 500 mètres cubes par tête d'habitant en termes de ressources hydriques pour affronter des besoins monstrueux. Donc l'agriculture, plus dans sa dimension humaine, sociologique et de développement humain que dans sa dimension commerciale de préférence et de protection. Deuxième secteur, c'est l'énergie. On ne peut pas continuer à différer l'issue d'un dialogue entre l'Europe et le Sud qui a démarré au début des années 70. Nous devons avoir probablement enfin une politique qui va vers un marché commun de l'énergie et qui surtout permet aux énergies alternatives d'apporter la réponse que les besoins des changements climatiques, que les défis de l'occupation de l'espace humain nous imposent. Et là, je pense que c'est le secteur où il est possible de faire les progrès les plus rapides. Enfin, nous devons avoir une politique commune en matière de ressources naturelles et en matière d'exploitation de ce que nous avons de plus rare dans la région la plus menacée dans le monde au niveau climatique, dans la région qui a épuisé le plus sa biodiversité, sachant que nous sommes les champions de la biodiversité, enfin ce que Dieu nous a donné. Et je prends comme seul exemple la Méditerranée ou le plan bleu, ou l'objectif de préserver les ressources halieutiques qui sont en train de connaître, hélas, un destin peu favorable aux objectifs alimentaires et de sécurité alimentaire de notre chère Méditerranée. Alors, en disant cela, il est évident qu'il manque un élément, c'est celui de la gestion des flux humains, des migrations. Sachant que j'appartiens à une région qui représente pratiquement 40% du stock migratoire, mais in, not out. Il y a plus de 25 millions de migrants dans l'Afrique du Nord et Moyen-Orient. Ce chiffre va exploser avec les flux migratoires africains. Et l'Europe a un grand défi de ce côté-là. Un des grands malentendus est cette perception que nous avons de l'Europe forteresse, qui n'a aucune raison d'être d'un point de vue droit de l'homme, d'un point de vue géographie humaine, et qui malheureusement empoisonne notre existence et a permis le développement d'un certain nombre de malentendus sur l'islam, avec la ghettoisation d'une religion qui est en train de devenir la deuxième religion en Europe. Je dis cela parce que nous devons également avoir une politique intelligente, responsable, de gestion du capital humain, parce que c'est la base de notre développement. Mais pour faire tout cela, il nous faut beaucoup de volonté politique. Je pense que la crise actuelle, la crise de 2008, est en train de décongeler un petit peu les esprits, est en train de nous mettre de plus en plus dans l'attitude du faire avec les autres, de faire ensemble et de nous débarrasser de notre arrogance mutuelle, parce que nous sommes aussi arrogants au Sud. Et si on peut y arriver, ça sera merveilleux pour nous tous. Alors si j'ai été, j'espère dans les temps, je n'ai pas tout dit, et je serai heureux de répondre à vos questions si par extraordinaire vous en avez. Et merci pour votre attention.